Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des contenus inédits à propos d'argent, des partages personnels et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cet été, en lieu et place des habituelles rediffusions estivales, je vous propose une série d'épisodes inédits dans lesquels je vais coacher des femmes, des hommes ou des couples qui ont accepté que je leur vienne en aide. Ce que vous allez entendre tout au long de l'été est extrêmement rare. Vous allez découvrir des gens qui se livrent sans retenue, avec vulnérabilité et sensibilité. Vous allez découvrir ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent et les émotions que ça génère chez eux. Parfois, vous allez vous identifier, d'autres fois, pas du tout. Mon souhait, c'est que vous trouviez dans chacun de ces coachings quelque chose qui vous fera grandir. Je vous présente aujourd'hui Sarah et Babak qui sont en couple depuis 7 ans. Ils ont 29 et 30 ans et vivent ensemble à Paris où ils sont tous les deux salariés. Ils ont une légère différence de revenus, mais une grande différence d'épargne. Sarah a moins de 2500 € d'épargne alors que Babak a un peu moins de 40 000 € d'épargne. Ils ont une gestion séparée de leurs finances et partagent les dépenses à 50-50. C'est Sarah qui a candidaté pour apparaître dans le podcast parce que malgré sa bonne volonté, elle n'arrive pas à épargner suffisamment pour réaliser un projet qui lui tient à cœur, à savoir se former à la naturopathie. Et cela génère énormément de frustration chez elle. Vous allez voir que la conversation est davantage centrée sur Sarah, mais la question des finances n'est jamais qu'une question individuelle quand on est en couple. Une partie non négligeable des dépenses d'un couple étant commune, il est toujours intéressant de s'intéresser aux dynamiques de couple pour identifier à la fois de potentielles problématiques, mais aussi évidemment de potentielles solutions. C'est parti donc pour le coaching du jour. Soit j'ai pas assez d'épargne pour faire tout ce que je voudrais, ou soit je fais trop de choses par rapport à l'épargne que je voudrais constituer. On peut prendre le problème dans les deux sens. Mais je pense que je peux résumer les choses comme ça par rapport au fait de vivre au-dessus de mes moyens. Pour autant, effectivement, je suis jamais à découvert, et quand je te dis que je suis une personne raisonnable, c'est parce que je suis pas du genre à m'acheter quelque chose dont j'ai pas spécialement besoin ou qui serait plus pour le plaisir, alors que je peux pas me le permettre. Ok. Donc comme quoi, vivre au-dessus de ses moyens, c'est pas forcément être à je sais pas combien de découvertes. Ok. Si je te dis cette phrase, tu me dis ce que tu en penses. Je suis raisonnable, mais je vis au-dessus de mes moyens. Comment ça sonne pour toi ? Forcément, à première vue, c'est contradictoire. En fait, pour moi, ça dépend juste de la définition qu'on donne à vivre au-dessus de ses moyens. Justement, avant, j'étais plutôt du genre à penser vivre au-dessus de ses moyens, c'est dépenser de l'argent qu'on n'a pas, c'est se mettre à découvert. Alors que maintenant, j'ai plutôt tendance à me dire que vivre au-dessus de ses moyens, c'est ne pas épargner. J'ai fait un petit peu de chemin par rapport à cette définition, on va dire. Donc oui, c'est contradictoire à première vue. Ok. Ça fait combien de temps que tu veux faire cette formation de naturopathe ? Je pense que ça doit faire 1 an et demi que je suis vraiment sûre que je veux le faire et que j'ai commencé à réfléchir, à mettre un plan en place pour y arriver. Ok, parle-moi un peu de ce plan. Alors, il y a le côté financier d'un côté, où je me suis tout simplement dit qu'il fallait que j'épargne pour financer la formation. Ok, tu t'es dit, mais qu'est-ce que tu as mis en place ? Il y a quoi dans ce plan pour y arriver ? Il y a le fait de mettre une somme de côté tous les mois. Ok. Combien ? Je m'étais fixé 200 € ou plus si je pouvais. Et en parallèle de ça, il y a le fait de
tenter d'augmenter mes revenus en parallèle pour pouvoir épargner plus et donc aller plus vite. Ok. Les 200 euros par mois, ça au minimum, qu'est-ce que ça a donné ? Je dirais qu'entre le moment où j'ai décidé de le faire et donc maintenant, ça va bientôt faire 1 an. Ça fait pas encore 1 an que je me suis dit à partir de maintenant, je mets cette somme de côté. Il doit y avoir 2-3 mois où j'ai pas pu mettre les 200 euros de côté. Donc au final, de toute façon, je suis loin du compte par rapport à ce que j'avais décidé d'épargner. Ok. Si je regarde le tableau, que je vois ton épargne aujourd'hui, elle est à peu près à 2500 euros. Ce qui fait que ça veut dire qu'il y a à peu près 1 an et demi, elle était à zéro. Alors, ça me paraît un peu loin, mais je pense pas qu'elle était à zéro, mais je pense surtout que je l'ai dépensée entre-temps. C'était à peu près au moment de l'été, quand on allait partir en vacances. Donc, j'avais pris mon épargne existante pour partir en vacances. Ok. Du coup, là, on rentre dans la définition de l'épargne. Parce que, voilà, quand tu me dis, moi, j'épargne 200 euros par mois, effectivement, bah, si le résultat au bout de 12 à 18 mois, c'est que en fait, tu l'as utilisé dans des projets qui étaient plus court terme que la naturopathie, en réalité, c'est probablement pas 2000 ou 2500 euros que tu as mis de côté en 18 mois, mais tu l'as fait, tu as repris dedans, donc en fait... Oui, c'est ça. Est-ce que tu arrives à savoir à peu près de combien ton épargne elle a grossi en 18 mois ? En 18 mois du coup, elle a pas vraiment grossi. Ok, donc ça a plutôt stagné. Oui, ça a stagné. Je dirais pas que ça a baissé, mais ça a stagné. Le mot épargne est un mot fourre-tout. J'avais d'ailleurs fait un épisode là-dessus. C'était le 4e épisode du podcast qui était donc sorti fin 2019 et que je vous invite à écouter ou réécouter parce qu'il est toujours d'actualité. Si vous posez la question à 10 personnes autour de vous de savoir c'est quoi l'épargne pour eux, vous aurez probablement 10 réponses différentes. Pour certains, c'est l'argent qu'on ne dépense pas dans le mois. Pour d'autres, c'est l'argent que l'on met de côté sur un compte épargne tout simplement. Pour d'autres, c'est uniquement l'argent qu'on destine à des gros coups durs ou à des gros projets ou à des projets très long terme. Personnellement, j'ai du mal à considérer l'argent mis de côté pour des projets court terme, comme les vacances par exemple, comme de l'épargne. Et pourtant, c'est la définition qu'en fait Sarah. C'est tout argent qu'elle ne dépense pas rapidement est de l'épargne pour elle. Pourquoi moi est-ce que j'ai du mal avec cette définition ? Parce que comme Sarah, si vous avez l'impression de bien faire en mettant 200 euros de côté, mais que vous les dépensez dans les 6 mois qui suivent, eh bien votre épargne stagne. Pour moi, ça n'est ni plus ni moins qu'une dépense différée et non pas vraiment de l'épargne. D'où l'importance de structurer ses poches d'épargne et de savoir exactement quel argent est destiné à quel usage ou à quel projet et de s'assurer qu'on a toujours de l'épargne pour le long terme et pour les investissements. Comment tu qualifierais ta stratégie d'épargne, sachant le résultat qu'elle a produit en 18 mois ? Je sais pas comment je qualifierais ma stratégie dans le sens où à partir du moment où je me suis dit allez hop, je mets ça de côté tous les mois, je savais que ce serait pas suffisant. J'étais plus dans un mood, c'est tout ce que je peux faire. Donc, c'est pas comme si j'avais mis en place quelque chose que je pensais qu'il allait tout solutionner. J'ai juste mis en place quelque chose que je pensais possible. Ok. Sachant... Oui, pardon. Dis-moi. Non, c'est intéressant parce que c'était ta réponse à ma question. Qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir te rapprocher de cette formation de naturopathie ? Et puis là, tu me dis... Je savais très bien qu'en le faisant, ça m'en rapprocherait pas vraiment. En fait, j'avais le sentiment que ça m'en rapprocherait un peu, même si je savais que j'atteindrais pas mon objectif juste comme ça. Je comptais aussi un peu sur ces variables dont je te parlais qui peuvent être de générer des revenus complémentaires. On va en parler, t'inquiète pas. Ok. Mais du coup, je savais très bien que j'atteindrais pas mon objectif en si peu de temps et en mettant que ça de côté. À court terme, on va dire. Enfin, je savais qu'à année plus 1, j'y serais toujours pas. Mais je me disais, c'est ce que je peux faire de mieux. Au moins, ça m'en rapproche. Ok. Donc finalement, j'ai un peu fui la donnée temps
parce que je voyais pas comment j'allais pas mettre 47 ans à y arriver. Ok, si on fait un rapide calcul, si effectivement toute cette somme épargnée avait servi à ce projet-là, on va dire à raison de 2400 euros par an, tu aurais mis un peu plus de 4 ans. On va dire 4 ans et demi à arriver à ton objectif. Qu'est-ce que tu penses de ça déjà, avant que j'aille plus loin? C'est trop frustrant. Ok. Ça, c'est pas ce que tu cherches, c'est pas satisfaisant, c'est pas ça que tu souhaiterais. Non. Ok. Et là on parle de la quasi-totalité de ton épargne, on est d'accord? Oui. Voilà. Si tu dis, ok, ça c'est ce que je peux faire, mais je sais que je pourrais pas consacrer la totalité de mon épargne à ce projet-là. T'espérais pouvoir consacrer quelle partie de cette épargne à ce projet-là de formation? C'est pas très précis comme réponse, mais j'aurais dit le plus possible. C'est-à-dire que j'étais, comme je te dis, je savais qu'il y a des choses qui viendraient tirer dans l'épargne, que ce soit des imprévus ou des vacances, etc. Mais j'étais prête à diminuer ce qui partirait. Tout ça, c'était un peu flou. Ouais. Donc, je peux pas te donner une réponse précise, te dire que, ok, je peux tirer dedans, mais pas plus ou moins que ceci, cela. Ok. J'étais juste dans un mood, je fais de mon mieux. Donc, si tu peux consacrer toute ton épargne à ce projet, ce projet peut commencer à se concrétiser dans 4 ans et demi. Peut-être même 5 ans, parce qu'il y aura eu l'inflation, peut-être que ton programme sera encore plus cher dans 5 ans. On va rester optimiste, on va dire 4 ans et demi. Et en plus, ça, c'est pas idéal 4 ans et demi. On va arrondir à 5 ans, même si ce sera pas idéal non plus. Pourquoi ? Parce que ça représentera 80-90% de ton épargne que tu mettras dans cette formation, puisqu'on vient de dire que là, tu pars avec 2000, et que si, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu mets de côté est consacré à cette formation, on est bien d'accord qu'effectivement, dans 5 ans, tu peux payer ta formation, mais tu repars à 2000. Ce qui est un niveau d'épargne. Comment, tu le juges comment, ce niveau d'épargne, toi, 2000 ? Pour moi, c'est pas du tout suffisant. Ok, parce que je me insuffisant. dis que... Oui, c'est insuffisant, clairement. Donc ça, c'était le meilleur scénario d'épargne. Oui, ok. Sans compter les variables, quoi. Voilà. Et maintenant, partons sur un scénario plus réaliste. Finalement, tu me dis que tu étais déjà assez consciente que ce serait un autre scénario qui allait se jouer. Celui où probablement tu pourrais consacrer à ce projet plutôt quelque chose entre 0 et 50% de cette somme épargnée qui pourrait éventuellement aller augmenter les caisses de ce projet-là. Et donc, ça veut dire ta formation, non pas en 5 ans, mais au mieux en 10, voire plus. Alors, je rebondis sur ce que tu disais quand tu disais c'est pas très précis, mais le mieux possible, le plus possible. Et puis tout à l'heure, tu disais je fais de mon mieux. Et franchement, il faut s'encourager quand on fait ça. Donc, il faut que tu te félicites de mettre de l'épargne de côté, de t'engager dans quelque chose, etc. La seule chose que j'aurais pointée, c'est le flou alimente le flou. Ces petits calculs tout simples là, peut-être que il t'aurait fait prendre conscience que cette stratégie était largement insuffisante. On va évidemment parler de le deuxième volet de cette stratégie, parce que du coup, il va être encore plus intéressant. Mais effectivement, que c'était... voilà, un peu de précision. La précision apporte de la clarté, la prise de conscience. Là, on a une situation dans laquelle le flou a alimenté le flou. Et donc, le flou a donné des résultats que tu jugerais comment ? Frustrant parce que j'ai pas vraiment beaucoup avancé. Enfin, j'ai un petit peu avancé, mais pareil, là, l'épargne que j'ai mis de côté, je sais qu'au final, je vais devoir tirer dedans à court terme. Donc, je suis pas tout à fait au même point, mais pour le peu que j'ai avancé, c'est tout comme. Le flou génère du flou.
Vous allez souvent m'entendre dire ça cet été. Il nous a fallu quelques minutes à Sarah et moi pour conclure que le plan d'action concernant l'épargne de Sarah n'allait jamais lui permettre d'atteindre son objectif rapidement. Au mieux, elle aurait pu atteindre son objectif en 5 ans, mais de manière réaliste, plutôt en 10 ans ou plus si elle continuait sur la même lancée. Ça me rend folle de me dire qu'elle aurait pu s'en rendre compte il y a 18 mois en quelques minutes si elle avait posé quelques chiffres concrets sur un papier ou même dans sa tête. Elle se serait donné l'occasion à ce moment-là d'envisager tout un tas d'autres options qui auraient peut-être produit de meilleurs résultats. Voilà ce qui se passe quand on est flou avec ses objectifs et avec ses chiffres. On pense peut-être qu'on se rend service, mais c'est exactement l'inverse qui se passe. Vous avez un objectif, soyez précis. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Combien ça va coûter? Quand? Comment? Où? Qui? Pourquoi? Un objectif flou amène fatalement une stratégie floue ou pas de stratégie du tout, et très souvent de l'inaction ou pire, de l'action qui ne produit aucun résultat tangible vers notre objectif. Si vous cherchez de l'aide pour développer votre vision avec clarté et donc la stratégie qui en découle, vous pouvez tout simplement rejoindre mon programme ou solliciter un coaching privé. Rendez-vous pour ça sur coaching.richissime.net, le lien est dans la description. Parlons de ce deuxième pan de ta stratégie, le fait d'augmenter tes revenus. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais et combien tu gagnes? Alors, je suis dans la com, dans une maison d'édition, et je gagne à peu près 1900 €. Ok, alors je reprends le document. Le document financier qu'on a fait ensemble. Alors, moi, j'avais un petit peu plus. Est-ce que tu saurais à quoi c'est dû? C'est peut-être dû à des ventes que j'ai fait sur Vinted. Ok. Je réfléchis, est-ce qu'il y a autre chose? J'avais à peu près 2200 € par mois. Alors, il y a probablement les ventes Vinted qui rentrent en jeu et aussi des primes que j'ai eues dans l'année. D'accord, ok. Donc, alors, c'est marrant parce que du coup, ta perception de tes revenus est elle comprend pas, inférieure à ce que tu gagnes, à ce que tu reçois réellement. Donc ça, c'est intéressant de le noter. Alors, qu'as-tu mis en place pour atteindre un objectif d'augmentation de tes revenus? Ben justement, le fait d'essayer de faire des ventes régulièrement sur des applis comme Vinted. Quoi d'autre? Concrètement, ça te rapporte combien à peu près? Honnêtement, je saurais pas trop dire. Je crois que l'année dernière, ça m'a rapporté 500 €. Et là, cette année, je crois que j'en suis déjà presque 500. Donc, allez, on va dire 80-90 € par mois? L'année dernière, c'était moins, mais ce que tu me décris là, 500 € sur 6 mois, on est légèrement moins de 100 € par mois. Bon, ça doit être ça, ouais. Du coup, si on fait une moyenne, c'est pas significatif dans le sens où j'ai pas le sentiment d'avoir 90 € en plus qui rentrent par mois, mais si on fait une moyenne, oui, on est dans ces clous-là. Ok. T'as pas le sentiment parce que tu regardes pas les choses ou parce que... Non, parce que je pense être à peu près clair que tous les mois, j'ai pas plus 90 de revenus complémentaires. Alors, c'est à toi de me dire. Parce que d'un côté, tu me dis j'ai 500 € depuis le début de l'année, et puis de l'autre côté, oui, mais en fait... Non, 90 € par mois en plus, je pense pas. Oui, mais enfin, je veux dire, si on fait une moyenne, oui, c'est ça, si on prend les chiffres, ça fait ça comme moyenne, mais c'est pas... dans la réalité, ça se traduit pas comme plus 90 € par mois, c'est-à-dire que un mois après l'autre, et j'ai pas 90 qui arrivent tous les mois. Oui. Peut-être ça va être 200 un mois et puis rien pendant un mois. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ok. Vinted, quoi d'autre? Je réfléchis, mais je crois que c'est tout. Mon autre stratégie, c'était de chercher un job plus rémunérateur. Pour l'instant, ça n'a pas été fructueux. Qu'est-ce qui n'a pas été fructueux? J'ai pas encore trouvé un job plus rémunérateur. Ok. Qu'est-ce que tu as mis en place pour postuler, candidater, tout simplement.
et donc passer des entretiens. Je peux avoir une idée du nombre de candidatures ou d'entretiens que tu as passé? Depuis quand? 18 mois à peu près. 18 mois, fou, je saurais pas dire. Euh, comme je disais avec Baba que récemment, je pense qu'on peut compter en moyenne une dizaine de candidatures par semaine, mais vraiment extrêmement ciblées. Dans le sens où... Depuis 18 mois? Ouais. Ouais, non, peut-être pas 18 mois. C'est plus récent Depuis que je combien de cherche temps? activement. Je dirais... Un an, ouais. Ok, comment t'expliques qu'en un an et avec 10 candidatures ciblées par Mhm. semaine, Mhm. tu n'aies pas décroché un autre job mieux payé? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Parce que justement, comme je désespérais un peu, j'ai essayé d'évaluer mes outils de candidature. Et concrètement, je pense pas que ce soit les outils. Je pense que c'est peut-être en entretien que je m'élimine, dans le sens où, bah, objectivement, après avoir passé en revue mes outils, mon profil, objectivement, je pense qu'ils sont assez pertinents et qualitatifs. La seule explication que je peux voir, c'est qu'au final, comme j'ai pas vraiment envie de trouver un autre job, en fait, moi, Tiens donc! en, en fait, moi, Merci mon, pour l'honnêteté, ah parce mais, que j'avais peur de creuser pendant longtemps. Merci de me le servir sur un plateau. C'est gentil, Sarah, merci. non mais c'est assez clair pour moi, en fait. Moi, mon objectif en trou. C'est la première fois, en fait, depuis que j'ai commencé à travailler, que je vois vraiment le travail comme un moyen et pas comme une fin en soi. Et concrètement, vu que j'ai clairement envie de faire autre chose que ce que je fais actuellement et que je sens à 100% que je suis pas là où je devrais être, même si je cherche un travail comme un moyen de me rapprocher de ma formation, euh, bah forcément, je pense que j'ai pas l'attitude ou les vibrations de la personne ultra motivée, de la personne, enfin tout simplement qu'on a envie de prendre pour tel ou tel poste. C'est la seule chose que je peux m'expliquer, ça peut paraître un peu abstrait, un petit peu wouhou, mais je pense que je suis assez objective sur mon profil et sur mes outils. Je les ai d'ailleurs soumis à des personnes de mon entourage, parce que je me dis, ça se trouve, il y a quelque chose de gros et que je vois pas et qui m'élimine. Mais il y a aussi d'autres postes où j'ai été prise et là concrètement je me rendais bien compte moi-même que je partais pas pour le premier truc venu qui valait pas méga le coup. Donc je dirais un petit combo de off pour le peu de plus que je vais gagner, autant attendre le prochain truc. Ou alors je postulais parfois pour des CDI alors que moi ce que je cherche c'est un CDD. Ok, c'est intéressant ça. Pourquoi tu cherches un CDD? Bah, plutôt question administrative, on va dire, dans le sens où à la fin du CDD, en toute logique, si on ne propose pas de CDI, tu peux accéder au chômage. Et je me disais que c'était une bonne option pour pouvoir me former tout en percevant un revenu. Et oui. D'où te vient cette idée que un job Mhm. doit être un... Alors, je reprends tes termes, un moyen Mhm. et non pas une fin en soi? Euh, En fait, c'est par rapport à mes envies. Comme je te disais, je me sens pas trop à ma place là où je suis. C'est pas l'entreprise, c'est plus ce que je fais. Et donc, j'ai un peu le sentiment que je peux très bien trouver un autre poste dans ce que je connais, dans ce que je sais faire. Et que ben, je vais, entre guillemets, faire que déplacer le problème ailleurs. Que je peux très bien trouver un job où je serai plus rémunérée, donc j'aurai plus de revenus, donc peut-être plus d'épargne, et donc je me rapprocherai de ma formation. Mais je serai toujours pas, j'imagine, en train de faire ce que je veux, puisque ce que je veux faire, c'est de la naturopathie, ou au moins du bien-être. Ok, je Donc c'est comprends dans mieux. ce sens-là. Qu'est-ce qui te fait penser qu'un job Mhm. doit être soit un moyen, soit une fin? Il y a rien qui me fait penser ça.
Je, je sais que ça peut être les deux. Mais, Euh, c'est simplement que, comme dans ce à quoi je candidate, j'ai pas mal de critères. Il faut à la fois que ça soit un poste où mon profil correspond plus ou moins. Je focus quand même grandement sur les CDD. Et puis il faut qu'il y ait la rémunération qui me permette de progresser. Au final, je crois que j'ai dû trouver depuis 1 an que je cherche vraiment activement, donc si on part sur cette moyenne de 10 candidatures par mois, j'ai dû trouver 2 postes qui par semaine, combinaient tu tous. m'avais dit. Oh oui, pardon, c'est ce que je voulais dire. Mhm. Par semaine, j'ai dû trouver 2 postes qui combinent et le secteur qui me plaît, et la rémunération qui me fait progresser, et le format CDD. Et, et voilà. Ok. Donc si je résume, tu as envoyé à peu près 500 candidatures ciblées en 1 an. Mhm. Tu saurais à peu près me dire combien tu as fait, tu vois, en passant les étapes, combien tu as fait d'entretiens? Hmm, Une dizaine, non? J'aurais dit un peu plus quand même. 15. Non, peut-être pas. Ouais, une dizaine. Une dizaine, je pense. Ok. 10 sur 500. Mhm. Alors attends, j'essaie de calculer de tête. Il me semble que ça fait 2%, mais... Et ensuite, tu as eu des propositions de job à la phase de... Est-ce que j'ai eu des propositions de job? J'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu 2. Et comme je te dis, ben, je mettais un peu la pédale douce. C'était pas les opportunités qui m'ont donné envie de bouger. Il y en a une où c'était surtout que c'était un CDI. Il y avait les critères meilleure rémunération, il y avait les critères bien-être, mais c'était un CDI et j'ai fini par me dire, ça faisait pas très longtemps que je cherchais et je me suis dit en fait, t'as postulé parce que tu veux trouver quelque chose, mais c'est pas ton plan d'avoir un CDI. Et c'est là où j'ai eu cette réflexion qu'en fait, j'allais déplacer le problème ailleurs. Mais au final, je suis plus trop dans ce mindset-là parce que je me dis que ce soit un CDI ou un CDD, si c'est plus rémunérateur, le temps que j'y passe, bah, ça me fait déjà un peu progresser. Ça fait combien de temps que tu es dans cette nouvelle optique? Pas longtemps, je sais pas, peut-être 3 mois. À continuer avec ce même rythme de candidature? Je dirais à peu près, ouais. Ok. Alors, moi j'ai l'impression qu'on tourne autour d'un énorme problème, sans vraiment l'adresser. 10 entretiens pour 500 candidatures que tu qualifies de ciblées, Mhm. c'est pas... C'est un très 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 mauvais ratio, Sarah. Mhm. Mais en fait, quand tu dis ça, 10 candidatures pour... 10 Non, entretiens. 10 entretiens pour des candidatures ciblées. En fait, le fait que tu le dises, ça me fait me rendre compte que sur les 10 candidatures, il y en a qui sont pas ciblées. Parce qu'il y a eu toute une période où ce que je voulais, c'était vraiment un CDD, quoi qu'il en coûte. Et du coup, je postulais à quand même pas mal de choses qui se rapprochaient de près ou de loin de mon profil. Là, je dois vous avouer que j'ai coupé quelques minutes au montage pendant lesquelles Sarah refait en boucle le ping-pong mental de ses choix, de ses envies, ses désirs et surtout de son indécision. Est-ce qu'elle veut plutôt un job en CDD, un job qui paye mieux ou un job qui lui plaît vraiment? Après 500 candidatures et 12 mois à tergiverser, elle n'a toujours pas tranché ce dilemme. Et elle amène l'énergie de l'indécision avec elle dans chacune de ses candidatures et probablement dans chacun de ses entretiens. En réalité, elle cherche l'opportunité parfaite sans se rendre compte que ce qu'elle veut vraiment, ce n'est pas ce fameux job parfait, mais c'est tout simplement de faire cette formation de naturopathie. Aucun job n'aura un goût aussi
sucré, goût aussi plaisant en tout cas que celui de faire sa formation naturopathe. Elle cherche quelque chose qui n'existe pas et tout le temps qu'elle passe en tergiversation l'éloigne tout simplement de son objectif, de son rêve. Est-ce que c'est des discussions que vous avez? Est-ce que vous parlez de ces choses-là tous les deux? Elle te fait part de toutes ces réflexions, Babak? Ouais. Ouais, on en parle souvent. Après, moi, personnellement, à chaque fois, j'essaye de, entre guillemets, de remettre en question un peu le combien de candidatures elle envoie, est-ce qu'elle fait ça, entre guillemets, dans les règles de l'art, est-ce qu'il y a parce que forcément, enfin, pour moi, d'un point de vue extérieur, entre guillemets, comme elle l'a dit, il y a je pense pas qu'il y ait de mauvaises choses, que ce soit dans son CV, son profil, et puis même après en entretien, je sais pas, je te vois pas, donc je peux pas dire. Mais ouais, on en parle, et puis après, ouais. Qu'est-ce que tu penses être son plus gros problème aujourd'hui? Par rapport à ce sujet-là, Ouais. moi je pense que, enfin, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'elle devrait plus candidater, enfin, plus envoyer de CV, et peut-être élargir un peu ses critères. Qu'est-ce que tu penses de ça, Sarah? Hum, Alors effectivement, il m'a déjà dit. Pour le fait de plus candidater, j'étais pas forcément convaincue, dans le sens où, bah, comme je l'avais déjà dit, pour moi, il vaut mieux peut-être un peu moins, mais bien carré que. Enfin, après, c'est idiot, mais c'est peut-être aussi quand je me dis que ça me prend déjà pas mal de temps. J'ai l'impression qu'à combiner avec le quotidien, ce serait un vrai marathon. Donc voilà, il y a ce côté, oui, mais comme je candidate déjà et que j'ai l'impression que c'est carré, j'ai pas le sentiment qu'en envoyer un peu plus, ça pourrait faire pencher la balance. Et il y a aussi le côté, puis si je vais en envoyer un peu plus, ça va vraiment peser lourd dans le quotidien. Et par rapport à élargir, en fait, j'ai essayé, mais j'ai pas l'impression que. En fait, quand c'est trop différent de ce que je fais, j'ai l'impression que j'ai zéro retour vraiment. On va essayer de tacler la question. Qu'est-ce que tu veux, Sarah? Là, il y a un problème de... tu sais pas vraiment ce que tu veux. Et tu sais pas vraiment ce qui te fait vibrer. Et tu sais pas vraiment ce qui t'excite. Donc tu dépenses beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. Mhm. Contrairement à Babak, je suis loin d'être convaincue que postuler plus et envoyer plus de candidatures, ça va avoir un résultat différent. Vous savez ce que disait Einstein, j'ai pas la formule exacte, mais c'est absurde de penser qu'en faisant un peu plus de la même chose, on aura un résultat différent. Et là, je pense qu'on fait fausse route avec un peu plus de la même chose. Parce que sur un échantillon de 500 candidatures, je pense qu'on a une bonne idée de ton niveau de motivation avec un chiffre à 2%. Donc, moi, je vais pas regarder ton CV, je vais pas évaluer tes skills. Mais si t'en es arrivé à te dire je suis pas vraiment motivée, c'est sûr qu'il y a une question derrière ça. Donc moi, je vais aller creuser ça. Est-ce que tu as besoin d'améliorer ton CV et tes compétences en entretien d'embauche? Je ne sais pas. Tu as déjà suffisamment consulté suffisamment de monde peut-être pour avoir un avis objectif. Mais en tout cas, moi, j'aimerais qu'on aille sur ce terrain de qu'est-ce que tu veux, Sarah? Qu'est-ce qui t'excite? En tout cas, pas trouver un poste plus ou moins similaire au mien. Ok, je veux pas de pas. Je veux pas ce qui t'excite pas. Moi, ce qui m'exciterait, c'est d'être... Ah, ça y est, là, c'est le premier jour de ma formation. J'ai plus qu'à emmagasiner les connaissances. Et puis parfois, ça m'a déjà fait peur. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est très bien, tu veux faire ta formation. Et le jour où t'es, entre guillemets, diplômée et que t'es apte à exercer. À exercer, je me suis dit, genre, par où tu commences, combien de temps au bout de combien de temps ils arrivent les clients, etc. Donc j'ai eu
j'ai eu parfois des doutes et je me suis dit la formation c'est juste la première étape. Parfois je me suis dit oulala, attends, t'imagines là tu recommences à zéro, il faut te former, ça prend environ 2 ans, j'arrondis, soit c'est un peu plus, soit c'est un peu moins en fonction du rythme que je choisis. Une fois que je peux exercer, il faut que je développe une clientèle, que je commence à dégager des revenus. Le temps que ça soit éventuellement des revenus qui me semblent satisfaisants, on sera peut-être 1 an ou 2 ans plus tard. Ça veut dire que dans 3-4 ans, t'es soit toujours au même point, je parle sur le plan financier, soit tu recules parce qu'il faut le temps de relancer quelque chose, créer de la valeur. Ok. Quand t'as... Et alors? Ouais. Et en réalité, la conclusion, c'est que je me suis dit, c'est chaud, mais si je le fais pas, je pense que je vais regretter. Genre, je me suis vue, par exemple, donc là j'ai 30 ans, je me suis vue à 36 ans en train de me dire j'ai continué à essayer d'épargner, mais j'ai continué à aussi prendre de mon épargne pour pouvoir vivre et pas passer à côté de ce que je veux faire. Et au final, j'ai jamais fait ma formation de naturopathie. Au final, je suis restée dans un job plutôt suite logique du mien. Et en fait, je me suis vue regretter à 100%. Et autre chose que je me suis dit, c'est que toutes les personnes que je connais, que ce soit des amis proches, des amis moins proches, des connaissances, des gens de ma famille, tout le monde m'a dit on te voit trop, s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est toi, vu ton background dans la communication, t'es censé pouvoir vendre ce que tu fais. En gros, je me suis dit tout le monde t'encourage, tout le monde t'y voit, il n'y a pas de raison que ce soit toi la seule qui t'y voit pas. Donc, je suis passée par... Oui. Tu t'y vois pas? Je dirais pas ça. Je dirais que ça fait flipper et que c'est complètement différent de ce que je connais, dans le sens où je crois bien qu'autour de moi, j'ai pas vraiment d'auto-entrepreneur. Dans ma famille non plus. Donc, c'est vraiment un monde pour moi. J'ai l'impression que les auto-entrepreneurs, c'est des warriors. Et du coup, j'essaie un peu de me dézinguer mes propres croyances, de m'inspirer de personnes qui ont réussi sans forcément être des surhommes. Donc finalement, je dirais pas que j'ai pas peur, mais je dirais pas non plus que je m'y vois pas. J'ai identifié ce qui me fait flipper, mais je pense que c'est normal que ça me fasse flipper. Et en parallèle, quand je m'imagine dans une routine où je me forme sur un sujet qui me passionne et où je suis formée et maintenant il faut que je génère des revenus de ça, bah franchement ça me fait beaucoup plus vibrer de me dire que je me lève le matin et que je fais des efforts pour ça plutôt que de donner au change d'un truc qui m'ennuie. Ok. Qu'est-ce que tu attends? Mais justement, c'est ça le truc, c'est que tout ce que j'ai essayé de mettre en place, comme je te dis, il y a un peu moins d'1 an, au moment où j'ai fait ma petite feuille de papier en me disant tu vas pouvoir mettre ça de côté tous les mois. Tu sais aussi qu'il y a des moments où tu vas devoir tirer pour ça, ça, ça et ça. En fait, je savais très bien que j'atteignais pas le but, mais comme je pouvais pas faire autrement, je me disais t'as pas le choix, si tu veux y aller, il va falloir faire petit pas après petit pas. Je me voyais pas me dire oula, j'en serais encore loin, donc autant pas faire. C'était plutôt ça. Je savais que c'était pas la solution qui allait solutionner, mais c'était déjà ça de prix. Et aujourd'hui... Alors, je t'arrête là. Mm-hmm. C'est pas ça de prix. Ça n'a rien amené. Tu n'as fait aucun pas vers cet objectif. C'est difficile ce que je suis en train de dire. Mais ton épargne, il a été utilisé sur d'autres projets et c'est pas un reproche. Oh oui, non, mais je sais. Il y a d'autres choses qui arrivent dans la vie. Effectivement, il y a des projets plus court terme, comme des vacances, comme d'autres choses, etc. Mm-hmm. Oui. Mais tu n'as pas fait un petit pas envers ton projet. Tu n'as fait aucun pas envers ce projet. Concrètement, dans les intentions, oui. Dans la réalisation, non. Tu l'as très bien dit, j'aurais juste revenir un peu dessus, mais je pense que tu es sur la bonne voie, en tout cas si c'est sincère quand tu le dis. Je connais pas une en vrai,
les gens qui n'ont pas peur et alors c'est les Anglais disent embrace, qui embrassent. Voilà, le changement sans crainte. Si c'est 1 sur 1 million, c'est déjà une bonne statistique, tu vois. Arrêtons de penser que les processus de changement sont peut-être hyper naturels et simples pour certaines personnes et sont durs que pour nous. Les processus de changement, c'est difficile. Parce que justement, ça nous demande de faire des choses soit qu'on n'a jamais fait, soit qu'on ne sait aujourd'hui pas faire, ou éventuellement qu'on peut-être on se sent pas, en tout cas aujourd'hui, en capacité de faire. Donc, tu n'as jamais fait ou tu ne te vois pas faire ces choses-là, ou c'est un inconnu d'une certaine manière. Donc, c'est tout à fait normal que ça te génère une peur. Ce qui est bien dans ta démarche, et bravo pour ça, c'est que du coup, tu as fait la comparaison. Qu'est-ce qui me fait le plus peur, en fait ? Me lancer et que ça marche pas, ou ne pas y aller et je sois encore dans la même situation dans 6 ans. À essayer de me raconter que je vais continuer à mettre un peu d'argent de côté, puis ça marche pas trop, et puis à envoyer 500 candidatures de plus. Alors, 500 x 6, là, on est à beaucoup de candidatures de plus. Et du coup, c'est bien d'avoir fait cette démarche-là. En fait, je suis désolée, je te coupe, mais je rebondis pendant que j'y pense. C'est juste que ma situation aujourd'hui, elle est claire. Et la situation telle que je peux la visualiser, si j'étais au moment où j'ai ma formation et j'ai plus qu'à essayer de générer des revenus de ce nouveau savoir-faire, elle est claire aussi. C'est-à-dire que je me projette, ça m'est arrivé plein de fois de m'imaginer ce que je mettrais en place, etc. Donc en fait, il y a où j'en suis aujourd'hui qui est clair, évidemment. Je me sens pas à ma place, même avant d'entrer dans la vie active. Au tout début où je suis rentrée dans la vie active, bizarrement, je me suis jamais visualisée dans le futur en tant que une responsable sur le même poste où j'étais junior quand je suis rentrée dans le monde du travail. Donc je me suis jamais visualisée finalement évoluer dans ce travail. Donc c'est en ça que je suis pas à ma place. Donc ça c'est très clair pour moi, je fais ce que je peux pour, comme on disait, donner au change, etc. Et c'est aussi très clair comment je me visualise très bien à être naturopathe et à devoir en générer des revenus. Mais par contre c'est l'entre-deux qui bloque en fait, c'est comment je me retrouve à ce jour où ça y est, je suis naturopathe parce que j'ai pu financer la formation, parce que j'ai réussi à trouver le temps de faire la formation tout en ayant des revenus pour continuer ma vie entre guillemets. C'est vraiment le passage de l'un à l'autre qui se débloque pas. Et j'ai aucun problème à dire qu'il y a des choses à revoir. Ok. Je fais ce que je peux, je fais de mon mieux. Est-ce que c'est vrai ? Honnêtement, ouais. Mais, justement, je suis super friande qu'on me montre que c'est pas le cas. Alors, je vais poser la question autrement. Si je devais te dire, non, Sarah, tu fais pas de ton mieux. Ou si tu devais te dire à toi-même, non, Sarah, là, tu fais pas de ton mieux. Si ton mieux, ça produit les résultats que tu as produits, ça me plaît pas. Ce serait quoi ton mieux, Sarah ? Bah, honnêtement, comme je pense sincèrement que je fais de mon mieux, j'ai du mal à te répondre. Là, tu vois les choses qui me sont pas... Ok, je vais te couper tout de suite. Parce que tu vas recommencer à me raconter plein de trucs. Et je veux pas que tu t'écoutes trop dans cette conversation. Je veux qu'on avance. La version de toi qui pense faire de son mieux, elle a mis en place des solutions qui ne produisent pas les résultats voulus. Ok. Je vois bien que c'est pas évident pour toi d'imaginer ce que tu pourrais faire d'autre. Je me demande même si t'as pas juste fermé les portes à plein d'autres options. Alors là, je vais aussi avoir besoin de l'aide de Babac. On va essayer d'être créatif un peu. Est-ce que tu peux verbaliser l'objectif ?
on va le faire en une seule phrase. C'est quoi ton objectif ? Devenir naturopathe. Ok, quand ? Dans les 2 ans et demi. Ok. Tu veux avoir commencé ou fini ta formation dans les 2 ans et demi ? J'aimerais bien la commencer dans grand max 1 an et demi. Ok, donc fin 2024, au plus tard, t'as commencé ta formation de naturopathe. Ouais. Ok. Donc, est-ce que tu peux me répéter ça ? Fin 2024, j'aurai commencé ma formation de naturopathe. Fin 2024, j'aurai commencé ma formation de naturopathe. Ok. Pour commencer ma formation de naturopathe fin 2024, il faut au moins que je réunisse 11 000 euros. Ok. Je vais me tourner vers Babac, parce que je sens que c'est encore un peu bloqué chez toi, du coup. Est-ce que Babac, tu peux imaginer des scénarios, des options, des possibilités, des solutions, même si peut-être elles vont sembler un peu farfelues, je voudrais qu'on aille explorer ce qui pourrait permettre, des scénarios qui permettraient à Sarah de commencer dans 1 an et demi sa formation de naturopathe. Bon, moi, c'est tout simple, hein. Je vais déjà proposer mon aide, que ce soit une aide financière. Ok. Mais moi, je pense que c'est la solution qui sera la plus simple et la plus rapide, clairement. Si vous voyez le regard de Sarah à ce moment-là, c'est magique. Après, si elle est, si comme ça te pose problème que entre guillemets que je t'aide entre guillemets financièrement, que voilà, je sais pas si c'est bien d'aller voir la banque et de faire un prêt pour un projet pro par exemple aussi. Ok, t'as déjà 2 solutions là. Donc, Babac se propose tu lui proposes de lui donner, de lui prêter de l'argent, c'est quoi exactement la proposition ? Bah ouais, quoi, donner, prêter, pour moi c'est la même chose vu qu'au final, pour moi on est ensemble quoi. C'est-à-dire, va plus loin. Pour moi c'est on est un couple, donner, prêter, pour moi c'est la même chose. C'est pas parce que entre guillemets on n'est pas mariés qu'il y a pas un contrat ou quoi. Moi pour moi c'est la même chose qu'elle me rende ou qu'elle me rende pas. Pour moi c'est d'abord elle qu'elle arrive à atteindre son objectif, puis ensuite. Et qu'est-ce que ça te ferait si elle arrivait à atteindre cet objectif ? Qu'est-ce que ça te ferait déjà, toi ? moi ça me ferait super plaisir parce que je me dirais voilà elle a eu un objectif en tête, elle a réussi à l'atteindre et ce sera vraiment une excellente chose de fait. Ça veut dire quoi pour toi dans ta conception du couple d'être en capacité d'aider ta partenaire de vie, ta compagne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi c'est normal en fait. C'est pas, pour moi ça fait partie entre guillemets du jeu. Pour moi c'est normal. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Si je suis dans la capacité de le faire, je le fais. C'est ta conception de ton rôle au sein du couple ? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Ok. Sarah, quand t'entends ça, qu'est-ce que toi tu penses ? D'un côté, il m'a toujours dit qu'il pouvait m'aider, mais j'avais jamais vraiment compris qu'il pourrait me débloquer la situation. Et en dehors de ça, ce qui me gêne, c'est de me dire que s'il le faisait, je me dis que c'est peut-être lui, ça le retarderait peut-être dans des projets qui lui appartiennent à lui. En fait, j'aurais l'impression de... Quel projet par exemple ? Tu lui as déjà demandé s'il avait des projets ? Je sais qu'il en a. Ok. Il en a et Babac, t'as des projets et t'as l'argent pour ?
Des projets, ouais, j'aimerais bien investir pour l'achat d'un d'un appartement, que ce soit pas dans Paris, mais aux alentours, Mhm. pour pouvoir pour pouvoir le mettre en location. Ça, je pense que c'est un premier objectif, entre guillemets. C'est un projet que tu voudrais faire seul ou avec Sarah? Financièrement seul, du coup, mais Mhm. au Pourquoi final, du on en. coup? Parce que t'as pas forcément les moyens, clairement. Mais de toute façon, in fine, ce sera la même chose. Enfin, l'argent, entre guillemets, qui en découlera pour, par exemple, en profiter et partir en vacances, je partirai en vacances avec elle. Donc, et du coup, ce sera avec cet argent, du coup, si, enfin, ce sera avec cet argent. Sarah, si t'avais les... Alors si je comprends bien, c'est-à-dire la condition d'investir à deux, c'est qu'elle ait le même montant que toi à investir, c'est ça? Non, pas forcément. C'est que là, concrètement, tu peux, enfin, Non, enfin, en dehors du fait que moi j'ai, enfin, en fait, c'est tout simplement pas mon projet à moi. oui, Et voilà, en aussi. partie C'est pas parce ton que projet, ok. c'est pas mon projet, et en partie parce que même si je le voulais, je pourrais pas. Ok. Est-ce que vous avez déjà eu cette discussion de moi j'ai un projet, toi tu as un projet, Mhm, comment est-ce qu'on peut faire ensemble, pardon, comment est-ce qu'on peut faire en sorte mhm. que tous les deux on réalise nos projets? Quand et comment? Bah, en vrai, je pense qu'on s'est jamais posé la question comme ça, dans le sens où je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais comme c'est des projets différents et qui n'ont rien à voir, euh, moi c'est pour me former à la naturopathie, lui c'est pour investir dans l'immobilier. Moi personnellement, j'aurais jamais pensé à rassembler le tout. Ouais, pareil, pour moi, c'est deux choses différentes. Ok, alors je me suis mal fait comprendre. Euh, Ce que je voulais dire, c'est on a Sarah qui a un projet, Babak qui a un projet, et j'ai l'impression que ça ne dialogue pas. C'est-à-dire, oui, mais moi je peux pas faire mon projet, et puis Babak qui dit bah je peux le faire, mais je le fais pas, je sais pas trop où t'en es, Babak, si tu peux pas encore le faire, ou si tu le fais pas, ou si peut-être, mais en fait, j'ai d'un côté, on est en couple, c'est normal, mon argent c'est son argent. En même temps, j'ai l'impression que vous avez une gestion séparée de l'argent. Et surtout, quand il s'agit de ces vrais projets de vie, on est comme au milieu du gué en fait. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Cette... 7 ans. Ok. J'ai l'impression que vous êtes au milieu du gué, alors peu importe le nombre d'années depuis lesquelles vous êtes ensemble, mais Mhm. par rapport à votre histoire en fait, il y a quelque chose qui se joue entre on était un couple avec des finances totalement séparées et on se constitue en tant que couple qui se projette sur la longue durée et donc qui se projette sur je t'aide, tu m'aides, on met des choses en commun, on se soutient mutuellement, dans y compris alors par la parole, par la présence, par tout un tas de choses, y compris financièrement. Et c'est comme si vous étiez un peu à mi-chemin sur ce chemin. Et quand tu dis Babak, bah moi j'ai envie de l'aider. Et puis alors que ce soit de l'argent qu'elle me rende ou pas, je m'en contrefiche, c'est ce que tu as l'air de dire. Quand il s'agit des projets, par contre, bah, elle a pas l'argent et moi je l'aide, donc c'est un projet que je vais faire tout seul. Et donc j'aimerais bien la soutenir et il y a tout ça qui se mélange entre des finances séparées et des finances communes. Et j'ai l'impression que vous avez jamais eu vraiment cette discussion sur qu'est-ce qu'on considère comme commun ou pas, et comment on voit aussi le rôle qu'on a chacun vis-à-vis de l'autre, notamment en termes d'argent. Mhm. Hmm. Qu'est-ce que serait pour vous alors, quel rôle vous pensez avoir financièrement vis-à-vis de l'autre? Point d'interrogation, ma phrase est finie. Quel rôle, alors, dites-moi au moins aujourd'hui, et puis, alors, j'aimerais bien connaître votre souhait. Quel rôle vous aimeriez avoir financièrement dans le couple que vous formez vis-à-vis de l'autre? Sarah, on commence par toi. Euh,
En fait, moi, je pense que toutes ces questions ne me traversent pas, tout simplement parce que je peux rien faire de plus, en fait, dans le sens où euh, comment dire, il a pas besoin de moi entre guillemets sur ce plan-là. Et même s'il avait besoin, bon, si en vrai je pourrais l'aider, mais je veux dire, je pourrais pas faire des miracles. Donc je pense que comme je suis pas dans une situation très souple, ça me traverse même pas l'esprit. Et à l'inverse, lui, Qu'est-ce que qui n'est plus. t'attendrais de lui, qu'est-ce que t'attendrais de lui si tu étais dans une situation plus confortable, que tu étais en mesure de l'aider, que demain il perd son job, toi t'as un job? Mhm, Qu'est-ce que tu attends? Il y a ton rôle aujourd'hui, mais quelle est tu vois, dans ta conception d'un couple, mhm, quelle est ton attente? mhm. En fait, si demain j'étais plus à l'aise et qu'il avait un problème, pour moi c'est même pas une question. Évidemment, je l'aide le temps qui se retourne entre guillemets. Mhm. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, s'il est en nécessité, tu l'aides. Ouais. Dans votre idéal, vous avez des finances séparées, vous avez des finances communes, comment ça se passe tout ça? On a on a des finances séparées. Enfin, séparées dans le sens où notre salaire, il est dans nos comptes propres. Mhm. Et puis, commun dans le sens où les charges, le loyer, etc., enfin, toutes les charges qu'on a par rapport au train de vie habituel qu'on a, c'est ensemble. Ok, on va faire une digression. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous financez les choses que vous faites en commun, qui ne sont pas obligatoires? Comment est-ce que vous financez vos vacances? Comment vous prenez la décision? Vous partez où? C'est quoi le budget? Comment se passent les discussions sur ces sujets-là? Donc dans nos têtes, c'est assez logique que c'est 50-50. Mhm. Voilà. Comment vous définissez un budget? Parce que c'est logique dans vos têtes, pour autant vos revenus ne sont pas tout à fait les mêmes. Mhm. Moi, sur ma feuille, j'ai 26. Attendez, j'attends que ça s'affiche. C'est 26 et quelques. 26 400 à l'année pour toi, Sarah. Et Mhm. 6 de plus pour toi, Babac, à l'année. Mhm. Donc à peu près 500 € de plus par mois pour toi, Babac. Ouais, après, ouais, il y a pas, en vrai, y a pas vraiment de budget qui est défini, c'est un peu, enfin, on se dit pas, enfin, je sais pas toi, mais on se dit pas, ouais, on se met tant Oh, de maximum à pas dépasser. ouais, en fait, quand on doit réserver des vacances, on regarde les différentes choses à booker, réserver, payer. On se met d'accord sur si ça nous convient ou pas en termes de budget. Et puis si on est d'accord, on book et c'est à 50-50. Mais là, le fait de parler de ça, je me dis pourquoi on part du principe que c'est 50-50 alors qu'on n'a pas les mêmes revenus. Je pense que c'est tout simplement parce que quand on s'est mis ensemble, on avait le même statut, on était tous les deux des alternants, on avait à peu près les mêmes revenus. Quand on a commencé dans la vie active, on avait à peu près les mêmes revenus. Et même si c'est plus le cas, du coup, je pense qu'en vrai, on n'a jamais arrêté de réfléchir comme ça, alors que la situation a un peu changé. Je pense que c'est pour ça qu'on part du principe que c'est 50-50, parce qu'on a toujours fait comme ça. Ok, ça c'est un premier sujet, mais étonnamment, c'est pas forcément celui que je voulais aborder. La question de la répartition entre vous, qui est pas tout à fait calquée sur votre différence de revenus. Pourquoi? On peut en parler si vous voulez, mais en gros, Babac, tes revenus, c'est 55% de ceux du foyer et toi 45%. Vous faites 50-50. Vous n'êtes pas si loin en fait. Mhm. Donc vous pourriez vous calquer sur un 55-45. Ça, c'est intéressant d'avoir cette discussion et de le faire évoluer, pourquoi pas. Faudra que ça réévolue si ça se rééquilibre. Faudra que ça réévolue si la différence s'amplifie. Ça, j'ai envie de dire, je vous fais confiance. Vous aurez cette discussion. Mhm. Et c'est pas forcément là que je veux vous emmener. C'est quoi votre vision de votre vie à deux à long terme? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous voulez comme vie à deux à long terme et quels sont vos projets, et notamment communs? On a parlé de ton projet, Sarah, de formation.
toi, Babac, tu as envie d'investir dans l'immobilier, tu as peut-être d'autres projets aussi. C'est quoi vos projets communs ? Ça me paraît plutôt, tu me dis, hein, mais pour moi, je pense que ça nous paraît plutôt logique qu'à un moment, on va vouloir acheter un bien immobilier ensemble. Euh, c'est le premier gros projet qui me paraît logique pour la suite. Plus tard, avoir des enfants. Vous parlez de ces choses-là ? Non, parce que je pense qu'on n'est pas encore à ce stade dans nos vies, dans nos têtes. Pour ma part, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme là, financièrement, j'y suis pas, c'est même pas des questions qui me traversent. Et à l'inverse, je pense que toi, même si c'est des choses auxquelles tu pourrais penser, comme tu sais que si on devait faire, tu ferais entre guillemets sans moi sur le plan financier, je pense que tu te dis que c'est pas pour tout de suite et qu'il faut que tu m'attendes. Ouais. Et puis même sur la question des enfants, tout simplement, oui, on n'est pas prêt. Ok, c'est intéressant ce que tu viens de dire, Sarah, là. Ok, comme moi, j'épargne moins lentement que toi, Babac, tu te mets dans une position où t'attends que ça s'améliore. C'est quoi, t'attends quoi ? T'attends que ça se rééquilibre ? C'était pour moi la question ? Oui, pardon, excuse-moi, Babac, oui. Est-ce que toi, tu te sens dans cette posture d'attente que Sarah décrit ? Enfin, je t'ai vu acquiescer tout à l'heure. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Non. Vis-à-vis du fait qu'elle puisse épargner à son tour et rééquilibrer les finances dans le couple pour que vous accédiez à ces projets communs. C'est un désir de ta part ? C'est un souhait de ta part ? Non, du tout. Surtout qu'on ne sait pas combien de temps, entre guillemets, ça va mettre, et puis c'est pas l'objectif d'attendre, entre guillemets, si on essaye d'entamer les projets communs le plus rapidement possible. Y a, entre guillemets, let's go, quoi. Okay. Mais j'attends pas qu'elle ait, entre guillemets, les mêmes revenus ou la même épargne que moi. T'avais conscience de ça, Sarah ? Non. Mais parce que, dis-moi si je me trompe, mais du coup, ça veut dire que si aujourd'hui je te disais, viens, on fait tel projet d'acheter un truc ensemble, toi, t'es prêt ? Ouais, si le projet nous va à tous les deux, ouais. Ok. Mais du coup, si on n'est pas sur ce sujet-là, est-ce que c'est que parce que moi, tu sais que je peux pas, / que je suis pas prête, ou est-ce que toi non plus, pour toi, c'est pas une priorité ? Après, si tu veux mettre en termes de prio, moi entre guillemets, si tu me dis de choisir entre demain on achète un appartement pour nous deux ou tu investis dans un appartement, moi ma prio entre guillemets pour l'instant c'est investir dans l'appartement et ensuite acheter. Oui, pour nous deux. Ouais. Ok. Je voulais juste être sûre. Elle est géniale cette conversation. Breaking news. Non, mais en fait, je sais pas si vous avez Est-ce que vous avez déjà eu cette petite bribe de conversation là ? C'est quoi mes priorités ? Ou Sarah, tu dis, est-ce que je comprends ? C'est quoi tes priorités ? Babac, tu exprimes tes priorités. Et en fait, vous gagnez en clarté sur ce que sont vos priorités et où est-ce que vous voulez mettre l'argent dans les peut-être 2 ou 3 prochaines années. Je pense qu'on l'a jamais eu sous cette forme, mais au final, ce que je pensais vient de se confirmer. Donc, on n'a jamais eu une conversation entre guillemets sérieuse où on exactement comme on vient de l'avoir avec les choses dites très clairement. Mais je pense qu'à force de discuter au quotidien de nos projets, de nos envies, de ce qu'on veut faire, de comment on veut utiliser notre argent, je pense que c'est clair au-dessus de nos têtes. Alors, moi, ce qui me semble pas du tout clair, c'est que je t'ai entendu Sarah dire en fait, tant que j'aurai pas suffisamment d'argent, Babac attendra. Et Babac dit non, si on fait pas par exemple un projet d'achat de résidence principale, ça n'est pas parce que j'attends de toi que tu matches mon apport par exemple ou mon épargne. C'est plutôt parce que aujourd'hui c'est pas ma priorité par rapport à un autre projet qui serait davantage ma priorité.
Ouais, alors Ouais. je me suis peut-être mal exprimée, mais ce que je voulais dire par là, c'est que peut-être si aujourd'hui il avait l'envie, et c'était plutôt clair pour moi que c'était pas dans sa priorité qu'on achète un truc ensemble aujourd'hui, par exemple, si aujourd'hui il avait si c'était notre projet aujourd'hui, euh, non pardon, je m'en mêle les pinceaux. Si il avait envie aujourd'hui, j'aurais pensé qu'il se dise, oui, mais de toute façon, elle pour le coup, c'est pas possible du tout pour elle. Mais au final, non. C'est très clair. Mais du coup, Mhm, ça pose vraiment la question, donc qu'est-ce que tu penses être ta responsabilité dans le couple pour que vos projets communs avancent mhm, par rapport à Babac? C'est-à-dire que si c'était votre sujet aujourd'hui d'acheter une résidence principale, toi, mhm, dans ton coin, tu te dis bah non, parce que je peux pas apporter ma part, mhm. alors que Babac se dit quelque chose de totalement différent. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? oui, ça je comprends. Mais là, pour le coup, c'est plus par rapport à des freins que peut-être moi-même je me mets, c'est que je sais qu'on n'est pas forcément dans un monde tout carré, tout logique, où si on veut acheter un bien à deux, tout le monde doit contribuer à parts égales. Je sais évidemment que c'est pas forcément comme ça. Mais donc je pourrais envisager de peut-être contribuer moins que lui, ou à l'inverse, on sait jamais où on en sera dans quelques temps, si ça se trouve, ça pourrait être l'inverse. J'ai pas de problème avec le fait de pas contribuer à parts égales dans un projet commun. C'est plus que si je pouvais pas contribuer du tout, ou alors beaucoup moins que lui, j'aurais peut-être l'impression d'être dans une situation où au final j'accède à quelque chose de positif que j'aurais peut-être pas pu me permettre seule. En tout cas, si au moment où on avait ce projet, les situations étaient équivalentes, c'est-à-dire que j'avais moins d'épargne ou enfin, moins d'épargne ou de souplesse que lui financièrement. C'est moi cette situation où j'aurais l'impression que ça m'aide et que peut-être c'est moi qui suis tirée vers le haut qui me gênerait. J'aurais l'impression peut-être de devoir être redevable ou peut-être de devoir rendre l'appareil d'une autre manière. C'est pas, je sais que Baba qui réfléchit pas forcément comme ça, mais Alors, c'est moi que ça gênerait. et en quoi est-ce un problème? Le fait que ce soit moi qui soit tirée vers le haut, Oui. Et que ça te fasse te sentir redevable. En quoi est-ce un problème? euh, le sentiment de se sentir redevable, c'est pas un sentiment qui m'est agréable. Et, euh, et je sais pas, dans mon inconscient, c'est jamais vraiment comme ça que. Enfin, dans mon inconscient. C'est pas comme ça que j'ai envie de mener ma vie et c'est jamais comme ça que je l'ai menée. Donc je dis pas que c'est quelque chose de mal, mais je sais pas si c'est quelque chose qui me correspond. C'est-à-dire? Euh, Lui comme moi, on est très indépendants, au moins d'esprit, et du coup, Ok, c'est quoi le problème que ce soit pas agréable en fait? ben, j'aimerais pas. Comment dire, enfin, c'est un sentiment désagréable par définition, on n'aime pas l'avoir. Ouais. Et est-ce qu'il t'arrive des fois d'être confronté à des sentiments désagréables et à un moment donné tu te rends compte que ça te sert d'une certaine manière? Tu vois, si je prends Oui, un exemple basique, non. quand t'es à la salle de sport et que tu te fais sur tes machines, ou que, je sais pas si c'est un exemple qui te parle, je sais pas si t'es sportif, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, en Si, fait, si, si, plein de si, moments y a dans pas la de vie, on doute, fait ouais. des choses qui nous sont pas agréables, Mhm. mais on le fait parce qu'on estime que ça nous sert et que ça nous apporte des opportunités par ailleurs. Si, si. Ok? Ouais, mais justement, le fait de me dire que il me sert d'opportunité, c'est peut-être ça qui me gêne. Ok, c'est la couleur que tu mets. Il me sert d'opportunité. Mm. Et si je te disais, il me permet d'accéder à d'autres opportunités, d'accéder pardon, à d'autres opportunités. C'est une autre formulation. Mhm. Comment elle sonne cette formulation pour toi? Mm. À peu près pareil. Babac, est-ce que si elle acceptait ta proposition d'aide financière pour sa formation de naturopathe, est-ce que tu aurais l'impression qu'elle... euh,
Ça me vient pas en français. Qu'elle tire avantage, take advantage, qu'elle profite, pardon. Que je profite de lui, Qu'elle profite de toi. Non, pas du tout. Ok. C'est le sentiment que tu as, toi. Ou que tu as peur d'avoir, pour être plus précise. Après, c'est peut-être aussi que tu préfères aussi mener à bien, entre guillemets, par tes propres moyens oui, aussi. voilà. Oui, c'est ça. C'est Oui, tout à fait. c'est Mais ça, moi, je préférerais devenir riche toute seule. Ouais, je vois. Bon. Je dis ça alors que c'est complètement faux dans ma tête, ça sonne tellement faux. Je fais, mais non, en fait, c'est tellement mieux. Ok. D'ailleurs, le fait de dire ça, je fais. Et si on décidait d'enlever les lunettes qu'on a là et qu'on mettait les lunettes de. Et si c'était une opportunité? Mais toi, non. Ok, on oublie qui tu es, vraiment. Ouais. On change de lunettes. Et avec ces nouvelles lunettes et cette nouvelle vision du monde, tu acceptes l'argent de Babac. Ok. Qu'est-ce que ça pourrait apporter comme opportunité, comme positif dans ta vie, le fait de faire ça? Ça accélérerait les choses. Je gagnerais du temps. Quoi d'autre? Si je vais un peu plus loin, je me dis que je suis plus vite naturopathe, parce que la question financière est au moins temporairement levée. Et du coup, je peux plus vite générer des revenus. Ok. Et donc, éventuellement, lui rendre l'appareil. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça a d'autre comme opportunité? Pour toi, pour ton bien-être, pour ton couple, pour tout ça. Qu'est-ce que ça a d'autre comme opportunité? J'imagine aussi que ce geste de sa part, j'aurais l'impression que ça nous rapproche, que ça nous soude. Super. Ok. Quoi d'autre? Ça irait plus vite, je pourrais accéder plus vite à des sources de revenus complémentaires, je pourrais me sentir plus proche de lui. Et ça pourrait peut-être... En fait, finalement, ce serait notre premier... En fait, peut-être pas notre premier parce qu'on habite ensemble et qu'on partage déjà beaucoup de choses, mais ce serait notre premier... pas projet commun, mais... ce serait vraiment un peu comme l'image qu'on se fait des adultes ou des parents quand on est enfant. Papa il aide maman ou maman elle aide papa. Et ça c'est important pour toi dans tes valeurs? En fait j'aurais l'impression, non pas que ça le soit pas aujourd'hui, mais que ça apporte une caution ultra sérieux. En mode t'es ma famille, je suis ta famille. Comme une preuve d'engagement supplémentaire? Oui voilà, une preuve d'engagement supplémentaire. Comment tu te sens quand on dit tout ça? En fait, je me rends compte au fur et à mesure qu'on le dit que c'est vraiment des choses que j'ai même pas envisagées. Pour plusieurs raisons, à la fois parce que j'aime pas être un poids pour les autres. Non, tu vas me ramener dans tes trucs. Là. Ok. La question c'était... J'avais même pas envisagé. Et comment tu te sens à les envisager? Comment tu te sens vraiment? Je veux un ressenti là. C'est une autre solution qui s'ouvre, même si c'est pas la solution la plus naturelle pour moi. Ok. Si c'était naturel, tu aurais pensé avant. Tu aurais accepté la proposition avant. Il n'y a pas de... C'est un choix qui va avoir ses aspects plus difficiles à gérer. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de faire, c'est que tout d'un coup, c'est plus tout négatif. Ah bah je vais lui être redevable, ça va créer un déséquilibre dans le couple, et puis je sais pas quoi d'autre, et puis... non, c'est une occasion de nous rapprocher. J'aurai encore plus l'impression qu'il s'engage dans notre histoire. Ça va peut-être porter notre niveau de discussion à un autre niveau. Et puis, je vais accélérer mes projets. Du coup, ça ira encore plus vite pour faire quelque chose qui me passionne. Du coup, je serai peut-être plus agréable le soir quand je rentre à la maison. J'extrapole, tu vois. Parce que quand l'un et l'autre se sentent bien dans sa vie, etc., ça aussi apporte une autre dynamique dans un couple.
Mhm. Donc, est-ce que ça efface le reste? C'est-à-dire? Est-ce que ça efface les peurs concernant les ressentis plus négatifs? Ceux qui sont pas agréables, comme tu disais. Hmm. Alors ce serait un peu hâtif de dire ça dans le sens où, comme je te disais, j'ai jamais envisagé ces options-là. Du coup, faut que je m'en imprègne. Non, mais dis oui, ça n'efface rien. Non, plutôt. Mm. Bref, tu vois comment... Ouais. En fait, ça cohabite tout ça. Mm. Parce que c'est pas parce que, d'un côté, ça va renforcer une certaine complicité, un lien, un engagement dans ton couple, que ça va pas aussi créer ce sentiment de redevabilité sur lequel tu vas devoir travailler. Ouais. Tu n'avanceras jamais sur ce sujet-là. C'est un peu dur ce que je dis, parce que c'est pas totalement vrai. Si tu veux une occasion d'avancer sur ce sentiment de redevabilité, t'en libérer, voilà une occasion parfaite. Oui, je vois. Je sais pas si je vais aller... Je sais que ça a un lien avec ton histoire, j'en suis sûre. Je voudrais qu'on aille explorer d'autres choses, mais c'est quelque chose... Je sais que, puisque tu me l'avais dit dans ta candidature et tout, je sais que c'est quelque chose qui est fort chez toi. Et donc, là, la vie te présente non pas une occasion de le... En fait, toi, tu le vois comme une occasion de vivre ça, t'es un peu avec le fardeau. C'est aussi une occasion de s'en libérer. Oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu les choses sous cet angle. Tu sais, ce qu'on dit, c'est... il suffit pas de dire à un enfant « sois courageux » pour qu'il soit courageux. Il faut qu'il se pète la gueule, il faut qu'il rate une course, il faut qu'il soit mis devant une épreuve un peu difficile. Tu vois, qu'il soit à la piscine, il est sur le plongeon, il est tétanisé, et tout d'un coup, il va y aller. Et en fait, ça va faire grandir son sentiment de courage. Et c'est pareil pour nous, les adultes. On ne devient pas plus courageux sur son canapé. On devient plus courageux en surmontant les épreuves que la vie nous envoie d'être plus courageux. En général, c'est pas des épreuves qu'on a spontanément envie de recevoir. Ouais. Mais il y a des opportunités dans toutes les choses qui nous arrivent, y compris celles qui sont pas agréables, comme tu dis. Et donc, les opportunités n'effacent pas les choses pas agréables, elles t'offrent juste une opportunité de les dépasser. Ouais, c'est vrai, j'avais pas vu les choses comme ça. Comment tu te sens là? Mais j'ai des bonnes pistes de réflexion pour aller plus vite. Non, mais alors, c'est... Je dis pas que c'est la seule option. Je dis qu'il a fallu qu'on attende 1h10 avant de mettre cette option sur la table et c'est Babac qui l'a mis. Et visiblement, c'était pas la première fois. Mais voilà, c'est un processus. Il faut en arriver par voilà ce que tu as mis en place, voilà pourquoi ça n'a pas marché. Et il y a d'autres options. Et je sais que ces autres options, on en avait parlé. Je sais que tu voulais pas les regarder. Comment on va les regarder? Babac a évoqué une autre piste, qui est celle d'emprunter l'argent éventuellement. Comment tu te sens avec cette possibilité? J'y avais déjà pensé, simplement, et concrètement, c'est celle qui était la plus convaincante pour moi en dehors du plan d'épargner, etc. Parce que au moins je n'impliquais personne à part la banque. Mais bon, la banque, c'est plus une institution, donc en fait, je me débrouillais toute seule en faisant ça. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'était plus convaincant. J'aurais cherché à éviter. C'est pour ça que j'étais plutôt focalisée sur mon plan de travail plus rémunérateur, de CDD, etc. Mais ouais, j'y avais pensé. Alors, je vais juste revenir sur quelque chose que tu as dit, parce que j'ai l'impression que tu valorises beaucoup le fait de te débrouiller toute seule. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont. Comme si la réussite... Comme si dans la vie,
tout ce qu'on accomplissait, on le devait que à nous-mêmes. Ou c'était mieux si on le devait que à nous-mêmes. Ouais. Ça, c'est une histoire que beaucoup de gens se racontent, c'est une croyance. Quand tu regardes la réalité des choses, il y a peu de gens qui accomplissent des choses seuls, en réalité. Ouais, mais tu le vois, pire... même le marathonien, Ouais. pardon, je te coupe, mais même le marathonien, t'as l'impression qu'il est tout seul, mais pour s'être entraîné, pour avoir le temps pour s'entraîner tous les jours, bah, il faut peut-être que quelqu'un garde les enfants à la maison. Ou il faut peut-être que quelqu'un lui prépare les repas qui font qu'il est en forme comme ça. Ouais. Ou il faut qu'il ait un médecin ou un ostéopathe qui le soigne, etc. Ou un podologue qui lui a fait des super semelles. Quelqu'un qui vient l'encourager sur le bord de la piste, tu vois. Et c'est tous ces petits facteurs en réalité. Et surtout qu'en plus, c'est, entre guillemets, c'est croyance que je m'applique à moi. Le pire, c'est que si je regarde d'autres personnes de mon entourage qui me disent, par exemple, ah, je vais acheter un appartement, mes parents m'aident. Ou alors, je sais pas moi, si mes parents ils avaient pu m'aider, j'aurais été bien content. Quand j'entends des petites choses comme ça autour de moi, en plus j'ai aucun jugement. Moi, quelqu'un qui me dit, ça m'est arrivé justement il y a pas longtemps, je vais acheter un appartement et mes parents m'aident, je me suis dit, ah, trop cool. Et pareil, j'ai une personne qui m'a dit, moi, si j'avais eu des parents qui pouvaient m'aider, j'en aurais profité. Et en fait, je me dis, bah oui, ça s'entend. Donc j'ai même pas ce jugement-là par rapport aux autres. J'avoue que c'est un peu une contradiction. Je sais pas pourquoi je me l'applique à moi-même. Tu peux faire le même exercice que celui qu'on vient de faire. C'est-à-dire que là, dans le fait d'accepter cette aide qu'on veut bien te donner, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut se passer de positif ? Tu vois ? Si mes parents me donnent de l'argent, si telle personne, mais ça s'applique à toi, Babac aussi, si telle personne dans mon projet immobilier m'aide à faire ceci, etc., à constituer un apport. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut avoir comme bénéfice, comme opportunité de faire ça ? De concrétiser le projet, d'accepter l'aide, tout ce qui va autour de ça. C'est un exercice qui est très, très, très important. Encore une fois, ça n'efface pas. Le but, c'est pas de... On n'est pas dans le « je vais bien, tout va bien ». On n'est pas dans la pensée magique. Mais toute chose, tout événement de la vie nous amène des opportunités. Tout, aussi difficile soit-il. Je voudrais qu'on revienne sur un aspect. Quand on a parlé de ta stratégie d'investir et de gagner plus, c'est la façon dont tu as mis les choses en place qui n'a pas produit de résultat. Dans l'absolu, épargner et gagner plus, c'est les recettes magiques pour avoir plus d'argent et pour pouvoir accomplir ses objectifs. Je me pose la question si tu peux éventuellement trouver des moyens d'être plus créatif aussi demain sur ces deux sujets-là, à l'aune de la discussion qu'on a eue. Parce que je sais que tu t'es dit que tu faisais de ton mieux, mais tu vois, il y a peut-être des choses que tu n'as pas envisagées, mais que tu serais prêt à envisager pour que l'objectif soit rempli en 12 ou 18 mois. C'est-à-dire, ok, donc si mon objectif c'est de commencer ma formation fin 2024, concrètement, quel effort supplémentaire je suis prêt à faire concernant mes dépenses pour pouvoir épargner davantage. Cette question, elle vaut la peine de se poser. Je te la pose. Ouais. Bah, on parle de 12 à 18 mois. Qu'est-ce que tu te sens capable de faire comme effort supplémentaire ? Le truc qui me vient en premier, c'est d'éventuellement essayer de faire des missions en freelance. Ok. Ça, c'est pour gagner des revenus. Mais ça marche aussi. Mais c'est très bien. Tu me disais pour épargner ? Les deux en fait. Ah, ok. Vois. C'est dans la mesure où on a un objectif là, qui a une temporalité, c'est 12-18 mois. Ouais. On est prêt à faire beaucoup de choses en 12-18 mois. On est prêt des fois à faire plus de choses parce qu'on sait que ça va pas durer. Et on sait pourquoi on le fait. Donc je veux reposer la question maintenant que tu t'es donné un objectif temporel. Ouais. Donc ok, tu peux faire des missions freelance à côté. Super. Ouais. Truc aussi auquel j'avais pensé, donner des cours, genre cours d'anglais, par exemple. Ouais.
en termes de travail, c'est les deux choses auxquelles j'avais réfléchi. J'avais aussi pensé, mais après avoir investigué, j'avais pas l'impression que c'était le bon plan, à tout ce qui est réponse à des sondages et enquêtes en ligne. Hum, je crois que pour générer plus de revenus, c'est ce à quoi j'avais pensé au total. C'est marrant parce que tu as complètement occulté changer de job. Tu te dis sur 12 à 18 mois, en fait, je garde mon job. Ah non, pour moi, c'est une évidence que Tu je veux quand même continue à continuer. chercher. Ok. Oui. C'est juste que c'était, comme c'est évident et qu'on Ok. en a déjà parlé. Est-ce que ça change ta perspective sur la recherche? Est-ce que tout ce qu'on vient de se dire là, ça change ta perspective de recherche? Et si ça change pas tout de suite, est-ce qu'on peut clarifier justement tes objectifs de recherche? Moi, je veux pas te laisser repartir avec cette espèce de flou, CDD, CDI, et puis peut-être un job dans lequel je peux m'épanouir, et puis peut-être pas, et puis peut-être que c'est juste un job entre guillemets alimentaire, en tout cas, juste un job mieux payé. Pour moi, c'est comme je te disais récemment, je me suis dit ok, ça doit être des vibes, manque de motivation, c'est pas ce que je veux. Quand j'ai intégré que je renvoyais peut-être cette image, j'ai essayé de travailler dessus, ça a semblé un petit peu mieux fonctionner. Donc là, moi, je suis dans un mood quand je cherche. Enfin, là, vraiment, c'est la première fois depuis 1 an où j'ai autant envie de partir coûte que coûte de mon job, parce que je me dis le temps que j'y suis, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent. Ok. Est-ce que tu entends que l'énergie est pas la même? Je veux partir coûte que coûte de mon job et je veux trouver un nouveau job qui va me permettre d'accéder à mes objectifs. T'entends que c'est pas la même énergie? La même vibration? Ouais. Après, quand je te dis coûte que coûte, c'est que pour moi, le salaire, il faut forcément que j'aille en progressant. Sinon, je me dis, à quoi bon? Parce qu'en fait, je pourrais très bien avoir un CDD, par exemple, qui me permet d'accéder à la phase où, en toute logique, j'ai le temps de me former. Mais si d'ici là, j'ai pas pu... Ah oui, mais il y a l'option MAPAC. J'allais dire, mais si d'ici là, j'ai pas pu rassembler les fonds pour la formation, ça sert à rien d'avoir un CDD. Ok, ta solution, elle est peut-être dans un peu de tout. Un peu d'émissions freelance. Trouver un nouveau job. Et puis aussi accepter une aide de Babac, peut-être pas à 100%, mais qui peut-être d'une partie de ça. Et aussi, et je veux pas te laisser filer avec ça, mais peut-être revoir aussi ton schéma de dépenses sur les 12 à 18 prochains mois. Et là, je te vois repartir dans les... Oui, mais peut-être... Ok, c'est quoi le critère numéro 1 de recherche de ce nouveau job? Si tu veux atteindre ton objectif dans 18 mois, ce job, en numéro 1, il doit avoir quoi? J'hésite entre, mais ça peut être les deux, soit CDD, soit meilleur revenu. Parce que si c'est CDD, ça veut dire que dans peu de temps, en tout cas, vu le format que je recherche, je peux me former. Et par rapport aux finances, si elles sont pas encore là, de toute façon, j'aurai du temps. Donc, j'aurai la possibilité d'être plus disponible pour développer éventuellement du freelance. Ou alors, si c'est mieux rémunéré, je fais grimper l'épargne. Et pour le coup, il sera toujours pas trop tard. En fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est juste un ordre. Parce que de toute façon, si ton job il est pas mieux payé, à part juste parce que peut-être t'aimes pas ton job actuel, mais sinon ça n'a pas grand intérêt, ça va pas te rapprocher de ton objectif en tout cas. Ouais. Donc, le CDD, c'est parce que tu veux avoir la garantie de pas avoir à être dépendant d'une rupture conventionnelle, j'imagine, sans savoir si tu l'obtiendras dans ton nouveau job, etc. Donc, ok, donc c'est les deux critères qui sont importants. Est-ce qu'on peut imaginer que ça constitue une motivation en soi? Parce qu'en fait, ok, j'ai les deux conditions parfaites réunies, ça plus d'autres facteurs dont on a déjà parlé, pour atteindre mon objectif fin 2024. Et en fait, en soi, c'est déjà une super motivation. C'est pas le job de mes rêves, c'est pas grave, parce que en fait c'est juste un tremplin pour m'amener à mon job de rêve. C'est une option pour toi, ça? Bah ouais. Concrètement,
c'est le moyen qui devient attractif. Hmm. Mm. Si, regarde la vibe, tu souris et tout, moi j'aime bien cette vibe. C'est une chouette vibe. C'est comme ça que tu dois rentrer en entretien. C'est comme ça que tu dois envoyer tes candidatures. En fait, je suis la meilleure pour ce poste parce que je vais me défoncer. Parce que c'est exactement... Ça fait 1 an, 500 candidatures et 10 entretiens plus tard. Et là, je sais enfin pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi je suis en train de candidater chez vous. T'es pas obligé de les bullshiter en disant c'est le job de mes rêves. Mais vous avez quelqu'un devant vous, par contre, qui est ultra motivé. Peut-être que je vous dirai pas pourquoi je suis ultra motivée, mais par contre, je suis ultra motivée. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas trouvé le CDD qui payait mieux. Et là, je l'ai trouvé. Et savoir si c'est le job de mes rêves, c'est secondaire, parce que par contre, ça va me permettre d'atteindre le job de mes rêves. Et en termes d'épargne, Sarah? Ok, on en a parlé tout à l'heure, mais moi, je voudrais vous suggérer une piste. C'est celle de peut-être temporairement, ou au moins pendant 1 an et demi, revoir la répartition de vos dépenses. Ça va faire peut-être 50, 100... J'ai pas la calculatrice, j'ai pas les chiffres sous les yeux, tu vois. Mais, bah si, attends, si, parce qu'on peut les simuler. Lol. Ne serait-ce que si vous rééquilibrez à 55-45... on passe à une épargne... Alors, non, je sais plus où j'en étais avant. Un potentiel d'épargne, en tout cas, de 3 000 euros par an, alors qu'il était de 1700, 1800 avant. On a presque doublé l'épargne. Presque le double, ouais. Avec une contribution qui finalement... C'est à vous d'avoir cette discussion. Mais... qui n'est pas un gros déséquilibre sur votre façon de fonctionner aujourd'hui, mais qui te permet de mettre quasiment le double d'épargne de côté. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Babac, toi? Moi, je suis plus ou moins d'accord dans le sens où, plus ou moins, en fait, moi, je préfère, on avait eu cette discussion, mais je préfère, en fait, pas forcément se dire voilà on répartit à tant de pourcents les charges, mais plutôt pas l'aider mais lui faire voilà une aide ponctuelle à droite à gauche quand entre guillemets l'envie me vient quoi. Pourquoi c'est moins une solution c'est une solution qui a moins ta préférence? Bah en fait en faisant ça, entre guillemets, je trouve que je suis moins maître de l'argent, de mon argent tout simplement. C'est-à-dire? Donc, je préfère lui faire je préfère par exemple payer, partir en vacances, partir en week-end et que ce soit moi qui paye le week-end. Et du coup, qu'on puisse en profiter sans qu'elle dépense du coup de son côté. Ok, juste dans ton exemple, est-ce que tu vois la différence entre partager au quotidien les finances différemment et lui payer un week-end de temps en temps? Non, je vois pas la différence. Ok. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est vos dépenses obligatoires qui représentent quasiment 70% de ses revenus à elle. Donc, tu auras un impact marginal en finançant des loisirs que de toute façon, elle ne serait pas payée elle-même. Donc, tu vas lui permettre d'accéder à un niveau de vie, en fait, un train de vie un peu plus élevé, qui, du coup, est sympathique aussi pour toi, parce que sinon, tu fais les trucs tout seul. Par contre, ça change pas à son problème de base, qui est comment est-ce que je mets de l'argent, j'épargne plus au quotidien. Donc, moi, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, le train de vie, il est à mi-chemin entre celui qui gagne plus et celui qui gagne moins, ou un petit peu près de celui... Il est plus souvent calqué sur celui qui gagne plus que celui qui gagne moins.
Donc ça asphyxie celui qui gagne moins. Et là, on n'est pas loin chez vous. Mais tu vois, si je te dis que la différence au quotidien, elle est de 1800 euros, t'imagines bien que c'est les vases communicants, en fait, c'est les 1800 euros que toi, Ouais. que toi, tu t'es peut-être prêt éventuellement à lui donner auparavant. Ouais. Est-ce qu'il y a une Bah, en autre, fait, moi, est-ce qu'il y a une non, autre crainte dont tu ne non, veux en pas fait, parler? tu vois, là, c'est bête, mais je préfère lui faire l'aide directement des 1200 restants pour atteindre les 3000 € plutôt que donner tous les mois un peu plus. Parce que en fait, enfin, C'est plutôt symbolique en ouais, fait. je pense que Ok. c'est symbolique. Sarah, est-ce que c'est une option qui te convient mieux aussi? Le fait qu'il me donne plutôt une somme d'un coup. Oui. Bah, c'est vrai que mis en miroir avec le fait que c'est ce qui pourrait... Qu'en fait, s'il contribuait un peu plus dans nos dépenses obligatoires sur une période durée, ça me dérange pas, en fait, de me dire, ah ok, tu m'aides avec cette somme, mais au final, ça revient à si tu avais contribué un peu plus tout au long de l'année. En fait, symboliquement, ça me choque pas. Je sais pas si c'est très clair. En fait, Si, moi, ce qui m'importe, c'est que vous ayez cette discussion et que vous trouvez un terrain d'entente. Moi, je vous amène la problématique. C'est pas la même chose de lui payer des choses de temps en temps et de lui permettre de mettre l'argent de côté. Mhm. Qu'est-ce qui a le plus de valeur à vos yeux? Moi, je peux vous dire ce qui a le plus de valeur à mes yeux, mais c'est pas important. C'est cette question-là à laquelle vous devez répondre. Qu'est-ce qui a le plus de valeur à vos yeux? S'il doit y avoir un quelconque transfert d'argent ou une quelconque aide au sein du couple, quel sens, mince, le mot qui m'échappe. Quelle fonction vous voulez donner à cet argent? Est-ce que ça a plus de valeur pour vous que ça vous permette de faire 1 ou 2 ou 3 week-ends dans l'année? Pourquoi pas? De partager des expériences, des souvenirs, etc. Ou est-ce que ça a plus de valeur pour l'un comme pour l'autre de soutenir l'autre dans son effort d'épargne? Et puis peut-être que Babac, tu vas te dire, ben en fait, ce qui a du sens pour moi, c'est les deux. Et peut-être qu'on peut trouver un moyen de faire un peu les deux. Ouais. Ça sonne comment, ça, pour vous, Babac? Bah, enfin, dit avec des mots, entre guillemets, c'est vrai que ça... Pas quand on met de l'ordre un peu dans tout ça. Ouais. Ça paraît plutôt logique. Ouais. Ce qui est important, c'est que vous ayez cette discussion-là. Vous voyez, on n'est pas dans la posture de principe. Moi, je veux juste que vous vous accordiez sur ces choses-là. Que vous sachiez, ok. Et Babac, c'est légitime de dire, si moi je suis amenée à te donner de l'argent, bah, je préfère que ce soit pour ça. Et puis c'est légitime que Sarah puisse dire, j'entends et je te remercie infiniment, mon chéri. Mais est-ce que je peux me permettre de dire que moi, ça aurait encore plus de valeur pour moi si ça me permettait de faire ça? Mais c'est drôle parce que je sais pas toi, Babac, mais le fait de se poser toutes ces questions, que tu nous amènes ces différentes problématiques, en fait, moi, ça me fait penser que comme on s'est mis ensemble quand on était super jeunes et qu'on était des alternants, c'est comme si on n'avait jamais grandi sur ce plan-là, alors qu'au final, les choses ont changé et qu'on a grandi. Ouais, non, j'avoue, c'est... Parce qu'effectivement, peu importe les réponses, l'important c'est d'en parler, mais pour en parler, il faut... Enfin, en fait, voilà, pour nous, on échange quotidiennement, donc on comprend des choses, il y a des choses qui se placent dans nos esprits, on est conscient de certaines choses, mais... Et c'est génial. Et c'est génial, parce qu'il y a beaucoup de couples qui parlent pas d'argent. J'essaye juste de vous amener à un niveau de conversation un peu plus élevé pour résoudre des problématiques de couple encore plus intéressantes, encore plus profondes, et aussi vous amener du coup à un niveau de vision et de complicité qui lui aussi a plus de chances d'être encore plus grand. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si notre relation elle avait upgradé dans les faits, mais que dans les faits, quoi.
C'est comme si on était restés des petits alternants avec, avec notre fonctionnement d'alternant d'il y a 7 ans. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous aussi vous avez envie de changer votre relation à l'argent, de changer vos habitudes, de voir les opportunités au lieu de buter sur les obstacles, d'identifier vos croyances ou les schémas qui se répètent, ou encore de les abandonner au profit d'autres qui vous serviront plus, et d'adopter enfin le système de gestion financière qui va soutenir vos plus grands projets de vie, alors, si c'est le cas, je serai ravie de vous accueillir dans mon programme d'accompagnement ou de vous voir en coaching privé, pourquoi pas. Toutes les infos sont sur coaching.richissime.net, le lien est en description. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'été. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.